Et donc j'ai voulu en fait retrouver ces femmes qui avaient joué des rôles essentiels pendant la période des colonisations. Donc ce livre, c'est un hommage. C'est un hommage aux femmes de l'ombre. Parce que quand on imagine la résistance anticoloniale, on a souvent en tête l'image de groupes d'hommes armés. On pense aux grands héros comme Omar al-Mukhtar en Libye ou l'émir Abdelkader en Algérie et bien d'autres. Mais on a oublié en fait toutes ces petites mains qui agissaient derrière ces hommes. Et on a oublié toutes ces femmes qui se sont retrouvées à participer à ce projet de libération. Et donc on ne parle pas assez en fait de ces femmes qui ont dû tout simplement cuisiner pour tous ces hommes, parce qu'il fallait les nourrir bien sûr. On a oublié ces femmes qui devaient coudre leurs habits, qui devaient fabriquer leurs uniformes. On a oublié ces femmes qui acheminaient les armes jusqu'au maquis en les cachant sur leurs robes, dans leurs paniers et parfois même chez elles, au péril de leur vie. On a oublié ces femmes qui, pendant que leurs hommes étaient au maquis, elles, de leur côté, elles vendaient leurs bijoux, elles récoltaient des dons pour financer cette résistance. Et parfois, ces mêmes femmes qui n'étaient pas donc, au front avec leurs hommes, elles recevaient les visites surprises de la police coloniale pour leur soutirer des informations. Et donc elles étaient violentées, elles étaient arrêtées, parfois même tuées quand elles ne voulaient pas dénoncer. Et donc on oublie toutes ces femmes qui ont contribué à ces mouvements de libération. Et on oublie aussi les femmes qui ont lutté pour leur émancipation au même moment que leur libération. Et donc quel est le rapport en fait avec l'indépendance d'un pays? Quel est le rapport avec la lutte pour l'indépendance? Se libérer soi-même des traditions, des mentalités, va de pair avec la libération de la société. Et c'est d'ailleurs la question que se sont posées les mouvements réformistes de cette époque, à savoir comment peut-on lutter pour notre libération si nos femmes ou nos filles sont ignorantes, si on ne les intègre pas dans notre projet de société. Donc vous verrez dans le livre que quand on parle de résistance, pas seulement la résistance armée, mais c'est aussi la résistance culturelle et sociale basée sur une force majeure qui était donc l'émancipation des femmes. Et c'est important de le savoir parce qu'aujourd'hui, si une grande majorité des femmes musulmanes dans le monde arabo-musulman peut aller à l'école et s'instruire, c'est grâce à ces femmes qui leur ont tracé la route et lutté pour ce droit à l'instruction en revendiquant leur identité culturelle et religieuse. Car ces héroïnes, et je reviendrai plus tard sur qu'est-ce que j'entends par héroïne, ce qui les caractérise, c'est qu'elles ont su puiser dans la tradition islamique pour défendre leur cause. Et donc même si on en parle peu, les femmes, de manière générale, elles ont fait partie intégrante de tous les mouvements de résistance dans le monde, pas seulement dans les pays colonisés. Et sans elles, il n'y aurait sûrement pas eu de victoire. Il n'y aurait pas eu d'indépendance. Donc vous l'avez compris, le contexte de ce livre, c'est donc la période des colonisations au 19e et 20e siècle. Donc c'est une période qui est charnière pour le monde en général et
le monde musulman en particulier, puisqu'il va y avoir plusieurs événements majeurs qui vont se produire, comme donc la colonisation, mais aussi les deux guerres mondiales qui vont complètement transformer la carte géopolitique. Et on a aussi la fin du califat ottoman. Et donc pour ce premier tome, puisqu'il y en a un deuxième qui sera prévu, Inch'Allah, j'ai choisi 8 pays situés dans différents endroits de cette partie du monde et avec des contextes différents. Donc d'abord la colonisation française au Maroc et en Tunisie, qui était plutôt sous forme d'un protectorat. Ensuite la Libye, qui était colonisée par les Italiens. Le Pakistan, qui faisait partie de ce qu'on appelait les Indes britanniques, donc qui était colonisé par la Grande-Bretagne. La Malaisie et l'Indonésie, colonisées dans un premier temps par les Néerlandais, puis pendant une courte période par les Japonais. Et on a ensuite aussi l'Afrique du Sud, dans un contexte un peu différent de colonisation, mais aussi d'esclavage. Et enfin, l'Arabie Saoudite. Donc on ne sait pas trop ce qui est advenu de Salima après cette bataille. Certains disent qu'elle a été tuée par des éclats d'obus. D'autres disent qu'elle aurait terminé ses jours en Tunisie. C'était une femme d'origine modeste, sans aucune expérience de la guerre, et qui s'est engagée corps et âme pour la libération de son pays. Et donc cette photo a été prise par un journaliste français qui s'appelle Georges Raymond, qui a également eu l'honneur de la rencontrer. Et donc, grâce à lui, sa photo s'est retrouvée dans plusieurs journaux européens où on l'a comparée beaucoup à Jeanne d'Arc. On l'appelait la Jeanne d'Arc des Arabes. Ensuite, la deuxième héroïne, dans un autre pays, un autre registre, Rassouna Saïd, une grande figure de la résistance du Sumatra occidental dans l'actuelle Indonésie, donc une Indonésienne. Rassouna est née en 1910, alors que son pays est déjà occupé par les Néerlandais. Donc quand elle naît, elle ne connaît pas un pays qui est libre. Et Rassouna va suivre les pas de son père, qui est lui-même un grand résistant, et elle devient très vite une icône incontournable de la lutte pour l'indépendance, en tout cas au niveau politique. Et même si Rassouna ne prendra jamais les armes, elle fera trembler les autorités coloniales. Elle fréquente une école pour filles, fondée par Rahman Yunusi, une autre héroïne indonésienne dont je parle dans le livre. Et très vite, elle va se démarquer par son intelligence et sa manière de s'exprimer. Elle va devenir ensuite enseignante, puis s'engager dans la politique en rejoignant l'Union musulmane indonésienne, un parti indépendantiste. Et dans ce parti, sa mission, ça va être d'endosser la mission de propagandiste. Et grâce à son charisme et à son éloquence, elle parvient à rallier de très très nombreuses femmes à sa cause. Ses discours, comme celui qu'elle est en train de délivrer dans cette photo, sont très virulents envers les Néerlandais. Elle les accuse de vouloir détruire les traditions et les valeurs indonésiennes. Elle a face à elle un public de milliers de personnes, et elle appelle même à la lutte armée de manière très explicite en disant, je cite, « Il est préférable de demander à Allah la mort plutôt que de ne pas être au service de la nation ». Et donc, bien sûr, elle se fait très vite repérer par les autorités néerlandaises
qui vont l'arrêter et l'emprisonner. Et elle devient la première femme indonésienne à être traduite en justice, puis emprisonnée. Ce qui fait d'elle, d'ailleurs à cette époque déjà, une héroïne nationale. Depuis la prison, elle reçoit des centaines de lettres de soutien. Et elle-même d'ailleurs va continuer sa propagande pour l'indépendance, toujours en s'inspirant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des enseignements de l'islam. Et elle dit d'ailleurs dans l'une de ses lettres qu'elle envoie depuis la prison: « Nous luttons avec conviction. Si nous gagnons notre lutte, nous gagnerons 2 avantages. Le premier, l'Indonésie sera libre, et le deuxième, le paradis comme promis par Dieu. Et si nous échouons, mais nous ne pouvons pas nous le permettre, alors nous n'obtiendrons pas une Indonésie libre, mais le paradis nous attendra toujours, c'est notre conviction. » Et quand elle sort de prison, puisqu'elle finit quand même par être libérée, elle n'est absolument pas découragée ni démotivée, bien au contraire. Elle va continuer ses études et fonder un journal dans lequel elle va écrire donc en faveur de l'indépendance, mais aussi pour l'émancipation des femmes, notamment à travers l'instruction. Et elle ouvre aussi une école pour filles. Et elle va continuer la lutte aussi pendant l'occupation japonaise en 1945 et même après l'indépendance, puisqu'elle aura des désaccords avec le parti qui sera au pouvoir. Et Rassouna Saïd, son mari, disait d'elle qu'elle était mariée à la lutte. Et la seule chose, le seul élément qui va l'arrêter, ce sera un élément qui va lui arriver donc malgré elle. Et elle va décéder donc d'un cancer en novembre 1965. Et Rassouna Saïd, elle est loin d'être la seule figure héroïque d'Indonésie. C'est d'ailleurs le pays pour lequel j'ai trouvé le plus de femmes. J'ai trouvé énormément de photos. Et dans cette région d'ailleurs, il y a énormément de mouvements féminins qui vont émerger bien avant des pays occidentaux. Et c'est cette ferveur comme ça des femmes de cette région, elle a aussi été constatée par les autorités coloniales néerlandaises à l'époque. Et je vais vous citer d'ailleurs un des rapports écrits par un administrateur néerlandais. Et donc il dit: « Plus qu'ailleurs, les femmes de la côte ouest ont tendance à s'intéresser au mouvement politique et à l'animer, plaçant ainsi délibérément les hommes dans la honte. Des femmes telles que Rassouna Saïd ne sont pas des exceptions, et dans de nombreux meetings, les femmes sont les plus nombreuses et s'expriment de manière plus vive et passionnée que les hommes. »